vous regardez l'œil de Moumou sur le média qui grandit, qui innove avec une deuxième chaîne YouTube, le Média 24/7, à laquelle nous vous invitons d'ailleurs à vous abonner. Une proposition plus axée sur l'actualité quotidienne, avec également de nouveaux programmes, notamment la contre-matinale diffusée tous les matins du lundi au vendredi à 8h sur le Média 24/7. Retrouvez également le journal des luttes du lundi au vendredi à 13h, toujours sur le Média 24/7, au cœur de l'actu, notre émission d'actualité du soir. Et évidemment, sur notre chaîne principale, vous avez toujours rendez-vous avec nos chroniqueurs et journalistes habituels, en plus du récap, un bulletin d'infos concis et dense animé par Marion Lopez sur la chaîne Le Média TV. Voilà, on passe tout de suite à ce nouveau numéro de l'œil de Moumou. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi, cher Fabrice. Alors, comme d'habitude, on démarre dans quelques instants avec les tops et les flops, mais avant cela, notre traditionnel préambule. Eh oui, la tradition, ça a du bon parfois. Je vais vous parler de l'ARCOM, donc le régulateur de tout ce qui est audiovisuel dans notre cher et beau pays, et qui va aller chercher la crème de la crème des lanceurs d'alerte au travers d'une association quasi humanitaire. Je vous laisse regarder la capture d'écran et vous ne rêvez pas. L'ARCOM a désigné, entre autres, je le précise, le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, comme signaleur de confiance. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver bras dessous avec l'ARCOM en étant une référence de confiance sur tout ce qui peut être signalement. Je trouve ça assez gonflé quand on connaît le positionnement très excessivement militant du CRIF et son positionnement en plein conflit. On appelle ça conflit si on est sympa. Évidemment, je parlerai du génocide en cours à Gaza. Je trouve ça un tout petit peu surprenant. Il y a eu d'ailleurs de vives réactions que je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux. Et un parallèle donc plus vrai que nature entre un sketch de Malik Bentala et la réalité d'un plateau de CNews. Oh, alors là, la fiction est définitivement morte. C'est incroyable. Et c'est Manon Aubry qui en a fait les frais. Ça s'est passé évidemment sur CNews et ça a été mis en parallèle par notre ami de Caisse de Grève. Je vous laisse regarder et je le redis, la fiction est définitivement morte. Première question, Kader. Est-ce que vous condamnez le Hamas ? Non, mais vous ne parlez du Hamas. Quand même un problème au Proche-Orient, c'est le Hamas. Le Hamas, est-ce que vous le condamnez ? Vous condamnez le Hamas ? Le Hamas. Pourquoi est-ce que le Hamas, pourquoi le Hamas, Vous le condamnez ? Vous condamnez le Hamas ? Est-ce que le Hamas, vous condamnez le Hamas ? Pourquoi le Hamas ne libère pas les otages ? Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas au Hamas la libération des otages israéliens ? Le Hamas, vous le condamnez ? Est-ce que le Hamas, vous le condamnez ? Ce sont les chiffres du Hamas. Que vous en avez d'autres ? Ce sont les chiffres du Hamas. Est-ce que le Hamas, vous condamnez ? Est-ce que vous condamnez le Hamas ? Il faut Et elle délivrer refuse toujours la Palestine le du faire. Hamas, qui est sous l'emprise du Hamas. Il faut délivrer 67. les Palestiniens du Hamas. Le point condamné pour une fake news qui avait beaucoup fait parler, Moumou. J'aime beaucoup cette rubrique, cette sous-rubrique que j'ai appelée « L'histoire nous a donné raison ». Nous avions ici dénoncé évidemment le bidonnage fait par Le Point. On en est à X condamnation du Point en justice pour des mensonges avérés, des mensonges militants. Et là, c'était évidemment Zemouri qui avait raconté cette histoire de la femme de ménage. Aziz Zemouri, le journaliste. Voilà, qui a quitté depuis le Point, mais qui avait été validé par Le Point. Son reportage bidonné sur la femme de ménage qui aurait été maltraitée par le couple Garrido Corbière de la France insoumise. Eh bien, ça y est, un petit coucou à ma chère Géraldine Vosner. Ça y est, l'histoire nous a donc donné raison. Ils ont été condamnés pour ce reportage bidonné. En première instance, on va voir s'ils vont faire appel ou pas, mais enfin, symboliquement, je trouve ça assez intéressant. La dernière chose, je dis souvent... je pointe souvent, je dénonce souvent les espèces de mythos, ce que j'appelle les top mythos, à savoir qu'on raconte que un chauffeur de taxi imaginaire m'a dit que, pour valider un point de vue, ma fille de 9 ans m'a raconté que maman, pourquoi ils sont si méchants que ça, le Hamas voilà, toute une série de bobards comme ça qui sont absolument invérifiables. Ou alors la fameuse phrase je vous remercie pour vos nombreux messages de soutien, vos témoignages de sympathie, alors que c'est invérifiable. Là, j'avais expliqué qu'au moment de l'histoire de l'affiche, vous savez, de Cyril Hanouna, jugé antisémite. J'avais expliqué que ça avait essentialisé, je trouvais, c'était mon point de vue, ça avait essentialisé Hanouna en ne voyant pas une personne violente, une personne immature, une personne agressive, mais en voyant quelqu'un
présumée de religion ou de culture juive. J'avais trouvé ça étonnant et j'avais expliqué que des amis à moi des gens éclairés, avaient appris à ce moment-là qu'il était juif. Et on ne sait toujours pas, à l'heure à laquelle on parle, s'il est vraiment juif croyant, juif de culture, on n'en sait rien. Oui. Mais ils l'ont appris à ce moment-là. Alors on peut dire, ça apparaît, c'est un bobard, je raconte que mes amis m'ont dit que... Eh bien, écoutez cet extrait d'Arrêt sur Image qui vient confirmer, et ce n'est pas n'importe qui parle, c'est le rédacteur en chef d'Arrêt sur Image, et il fait un aveu que je trouve assez courageux. Je vous laisse écouter. Je vais commencer par une confession qui est certainement dramatique sur le plan professionnel. Je ne savais pas que Hanouna était juif. Voilà. Donc, ouais. Et je ne savais pas, et c'est parce que je sais qu'on a eu ce débat dans la rédaction assez vite sur cette image. C'est normal, c'est une image importante qui a fait débat, qui est au centre d'énormément de problématiques françaises en ce moment. Et je dis à Élodie Safaris, je lui dis, mais moi je ne savais pas qui était juif, Hanouna. Elle me dit, mais comment? C'est-à-dire, tu dis ça, Élodie, avant d'avoir pris connaissance des attaques contre ce visuel. Non, parce que... Non, mais je te parle de... Tu vois le visuel, tu vois quoi du coup, je ne perçois pas le problème. Ah oui. Tout de suite. Parce que je n'ai pas cette information. À partir du moment où j'ai cette information, ça change un tout petit peu, beaucoup même, ma perception de l'image. Donc Robin, qu'on avait reçu dans cette émission, Robin lui-même reconnaît que il a appris à ce moment-là que Hanouna était potentiellement juif, et ça pose une question d'essentialisation, je le redis, de la part de ceux qui disent combattre l'antisémitisme et qui en fait réduisent les gens à leur judéité présumée. Ça nous renvoie encore à un sujet récent qu'on a eu avec notre ami de Tzedek, Jonathan, la semaine dernière. Et on passe au top et au flop. Et pour commencer les tops, Moumou, un classique, Apolline de Malherbe, qui chante les louanges, non pas de son patron, mais de l'épouse de ce dernier. Et ouais, ça aurait été trop grossier, ça aurait été trop visible qu'elle cire les pompes de son patron. Et donc, effectivement, comme tu le dis, elle va lutter de manière assez courageuse contre le chômage, puisqu'elle protège sa place. Et donc, voilà ce qu'elle va dire de quelqu'un qui est absolument inconnu du grand public et qui n'a aucun rôle particulier dans l'espace médiatique. Je vous laisse écouter. C'est-à-dire, moi, je crois que sur BFM et sur RMC, on parle de tout à tous les Français. Et ça, c'est une conversation que j'ai eue avec la femme de Rodolphe Saadé, qui est une personne assez extraordinaire, qui découvre le monde des médias, et en parlait, et elle m'a dit, moi, je crois beaucoup à la réconciliation. Et je crois aussi à ça. Je crois que BFM et RMC mais la réconciliation, ont un rôle de réconciliation. Thomas Guénolé, qui n'est pas tout à fait un ami reconnu de LFI, qui se retrouve à pointer des évidences au sujet des accusations d'antisémitisme contre les Insoumis. Oui, alors je crois qu'il a mis un peu d'eau dans son château Pétrus depuis quelques semaines maintenant. Je le vois sur les plateaux télé, je l'écoute un petit peu dans ses interventions diverses et variées. Il a été un peu choqué par le livre La Meute, dont on va parler dans quelques instants. Et là, il va se retrouver face à Elisabeth Lévy. Alors je ne sais pas à quelle heure a été enregistrée cette émission, mais Elisabeth Lévy est particulièrement en forme et il va lui poser une question simple, basique, à laquelle elle ne saura évidemment pas répondre. Je vous laisse écouter. Les enfants juifs se font molester ou casser la gueule par les amis de M. Mélenchon. Excusez-moi, qu'ils ont quitté les écoles publiques dans certaines régions, pas à cause de l'extrême droite, et que certains quittent le pays à cause de cette extrême gauche islamisée. Vous venez de dire, Elisabeth, qu'il y a des enfants juifs qui se sont fait casser la gueule par des amis de Jean-Luc Mélenchon. Oui, des amis islamistes. Est-ce que vous avez un fait précis ou est-ce que vous racontez juste n'importe quoi? Vous avez dit des enfants juifs se sont fait casser la gueule par des amis de Jean-Luc Mélenchon. Les mots ont un sens, donc vous allez me citer des amis de Jean-Luc Mélenchon qui ont cassé la gueule à des enfants juifs. Je vous rends la parole. Des amis politiques. Écoutez, Thomas, moi je ne débat plus dans ces conditions. Mais si vous racontez n'importe quoi, je suis obligé de le relever. Bon, écoutez, je ne débattrai plus dans ces conditions. Vous savez parfaitement de quoi je parle. Des enfants juifs se sont fait casser la gueule par des islamistes. Quand je vous dis des amis de M. Mélenchon... Ah d'accord, donc vous avez bien dit n'importe quoi. C'est bien ce qui me semble. Non, c'est pas n'importe quoi. C'est pas les mots, pas forcément des mots. Qui a manifesté avec le CCIF, c'est moi. Qui a manifesté aux côtés de gens qui criaient... Non mais qui... C'est bien ce qui me semblait, c'est qu'en fait vous utilisez des mots en vous foutant complètement de leur sens. Vous faites d'ailleurs la même chose avec l'islamophobie, mais ça on va y revenir. Et donc elle dit, Elisabeth Lévy, qu'elle va quitter le plateau. Ça c'est un classique, elle va quitter le studio. Moi je continue pas à discuter. Alors ce qui est drôle... Tu fais bien, Elisabeth Lévy. Là je l'imite bien. C'est la deuxième personne de la journée à me le dire, c'est assez étonnant. Oui, alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait elle va dire qu'elle ne participe pas à une discussion ou un débat où on demande simplement des preuves. C'est quand même formidable, ça montre une conception du journalisme assez particulière. On aura tout vu cette semaine. Cyril Hanouna qui
défends LFI à prendre avec des pincettes quand même. Ah bah avec des pincettes, et à 5 pincettes, dont une que tu mets sur ton nez, parce que très clairement, Hanouna va sembler... Donc, on rappelle, La Meute, c'est un livre donc à charge, ce qui ne me dérange pas du tout. Hein. Les livres à charge, ça existe, c'est comme les émissions à charge. On a parlé de complément d'enquête la semaine dernière, par exemple. Ça ne me dérange pas du tout, c'est un angle comme un autre. Simplement, là, on se retrouve avec Hanouna, qui est quand même pas le meilleur ami de la France Insoumise, qui va se mettre à condamner ce livre à cause d'un fait qui me semble plutôt a priori intéressant, à savoir qu'il y a beaucoup trop de témoignages anonymes dans ce livre, qui sont donc des témoignages à charge, et que ça pose un problème du contradictoire, puisqu'il faut quand même avoir quelques noms, à part les classiques qui depuis des mois vont sur les plateaux, dans les studios pour flinguer Mélenchon. Mais ce serait bien quand même d'avoir quelques exemples de gens qui puissent être invités, par exemple, pour dire est-ce que vous me confirmez ce qui a été écrit dans le livre, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous affirmez, ainsi de suite. Et là, c'est pas le cas, parce qu'ils sont pour la plupart anonymes. Mais en fait, écoutez bien, tendez l'oreille, comme on dit sur France Musique, vous allez voir qu'il ne dit pas ça de manière tout à fait gratuite. Je vous laisse écouter. LFI dans la tourmente après la publication d'un livre choc. Qui a écrit ça ? Qui a écrit ça ? Qui est dans la tourmente après la publication d'un livre ? Alors, vous connaissez, bien entendu, voilà ce qui se passe entre moi et la France Insoumise, c'est un secret pour personne. Non, ça, c'est sûr. Mais c'est insupportable. Insupportable. Ces livres avec « on a dit que », on a fait 2 ans de travail, on a interrogé 200 personnes, La Meute qui raconte les coulisses de la France Insoumise. Mais alors, bravo à ces journalistes, hein, ils ont dû faire un très bon travail. Mais pour moi, ces livres-là, c'est insupportable. Ça m'est insupportable. Alors, je vais vous lire des passages du livre, mais écoutez-moi bien, ces gens-là ont déjà travaillé en entreprise. Non mais franchement, ces gens-là ont déjà travaillé. Ces gens-là ont déjà connu des patrons. Ces gens-là ont déjà connu des fortes personnalités. Je ne crois pas. Ces gens-là, à mon avis, sont dans un cocon. Excusez-moi. Les journalistes écrivent dans l'avant-propos du livre « LFI n'est pas un parti comme les autres. Il ne s'agit pas de coup de colère d'un homme autoritaire, mais de domination, de soumission. » Et quand on a les exemples derrière, mais c'est nul. Excusez-moi, c'est nul. C'est nul. Donc, en fait, on comprend très aisément, très facilement, quand on connaît les critiques qui ont été faites à l'encontre d'Hanouna, qu'il fait ça naturellement à son profit, par anticipation ou par réaction, je ne sais pas, mais enfin évidemment c'est pas pour ça, par sympathie pour Mélenchon, c'est juste parce qu'il fait un copier-coller de sa propre personne, sa propre personnalité très critiquée vis-à-vis de ce fameux livre La Meute. Et c'est parti pour les flops. Et pour les flops, tu reprends sur le livre donc La Meute, Momo. Oui, parce que ça a occupé énormément l'espace médiatique durant ces derniers jours, voire même peut-être ces dernières semaines. Et le problème que j'ai, c'est qu'en fait, il y a eu... donc je maintiens, je confirme qu'on peut très bien faire un bouquin à charge contre la France Insoumise et contre Mélenchon. Ça ne me pose pas de problème. Je ne suis pas l'avocat de Mélenchon. Hein. Simplement, là, je pense que d'abord, ils ont fait le tour, les 2 journalistes ont fait le tour de tous les plateaux et de tous les studios sans contradiction, quasiment jamais. Et c'est ça qui me pose un peu problème. Et notamment lorsque une ancienne, Caroline Fiat, donc une ancienne députée, a été obligée de passer par un autre canal pour expliquer, à vérifier bien évidemment, mais expliquer qu'ils ont clairement menti sur sa situation matrimoniale. Je vous laisse écouter. Qu'elle élève seule, ça passe pas. Qu'on dise des conneries sur nous, on a envie de dire on s'est présenté à une élection et on met un peu notre vie devant tout le monde. Mais nos familles ne méritent pas ça. J'ai rencontré mon mari en 2003. On s'est mariés en 2011. Nous avons eu ensuite 2 enfants, un en 2012 et en 2014, et nous sommes toujours mariés. Mais ce que je n'accepte encore moins, c'est qu'on utilise ma famille pour dire que mon mari n'était pas là pour m'aider à élever les enfants, ce qui est faux. D'autant plus que si, quand M. Pérou m'avait appelé, il m'avait interrogé, je lui aurais dit et expliqué qu'il ne pouvait pas dire ça, parce que mon mari a tout plaqué, boulot, société, tout ça, pour me laisser avoir tout le temps possible et profiter de mon mandat de député, et il a pris l'organisation de la maison et des enfants. Donc, vous allez, M. Pérou, parce que je parle à lui, parce que c'est lui que j'ai eu au téléphone, vous allez sur plein de plateaux. S'il n'y a pas des excuses envers mon mari, je ne suis pas une procédurière, mais ça finira mal.
Alors, dans ce florilège d'interventions sur la meute, donc pour aller flinguer LFI, pour aller flinguer Mélenchon, il y a eu évidemment alors, Jakubowicz, dont on a parlé sur ce plateau, bien évidemment. Donc, avec comparé. Jakubowicz qui a comparé Mélenchon à Goebbels. Voilà, alors Goebbels, c'est quand même assez extraordinaire, parce que je demande notamment pour les plus jeunes générations, il aurait dit Eichmann ou Göring, même s'ils n'ont pas les mêmes profils, mais ça aurait été moins grave que Goebbels. Goebbels, il allait chercher le pire du pire, le visage de la propagande nazie, de l'appel, le fameux appel, je crois que c'est en 43 ou fin 42, je ne sais plus exactement, mais de l'appel à la solution finale. Enfin, il a pris le pire du pire. Donc c'est pas par hasard hein, quand on s'appelle Jakubowicz et qu'on connaît parfaitement ce pan de l'histoire, on le fait pas par hasard. Et donc c'est parce qu'elle va être lancée par Apolline de Malherbe. En fin d'émission, en fin d'interview, il va dire exactement ce que tu viens de souligner. Sauf que moi, ce qui me pose question, ce qui me pose problème, c'est les excuses qu'elle a fait juste derrière. Je vous laisse écouter ces faux culs au dernier degré. Si je voudrais également vous dire un mot de ce qui s'est joué hier soir à la toute fin, à la toute fin de l'émission. Notre invité Alain Jakubowicz a émis un parallèle entre Jean-Luc Mélenchon et un dirigeant nazi, Joseph Goebbels. À tout autre moment de l'émission, mes chroniqueurs et moi-même, nous aurions immédiatement réagi et nous aurions pris le temps d'exprimer notre désapprobation, de lui dire qu'il ne pouvait pas dire une chose pareille. Je voulais prendre le temps donc de le dire ce matin. Je suis toujours d'une extrême vigilance autant que possible à ce qui se dit et ce qui est exprimé en direct. L'émission était déjà terminée, nous devions rendre l'antenne, je le regrette évidemment. BFM TV et l'ensemble de la rédaction ne peuvent pas cautionner de tels propos et de tels parallèles. Nous sommes ici profondément attachés à la liberté d'expression, mais ce droit fondamental, il doit s'exercer dans le respect de tous. Je précise également que Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il porterait plainte contre Alain Jakubowicz. Je précise également qu'Alain Jakubowicz a adressé un message à Jean-Luc Mélenchon pour lui proposer de débattre. Alors pourquoi je dis que c'est faux cul au dernier degré? Parce qu'il suffit de reprendre la séquence qu'on va voir. Vous allez voir, il va se passer 15 longues secondes. Et toi qui es un homme de télévision, Fabrice, tu sais très bien que 15 secondes, c'est très très long avant de réagir. Alors, quand on prononce, et c'est pour ça que j'ai insisté, quand on prononce le nom Goebbels, tout de suite on doit réagir immédiatement. Et donc il s'est passé 15 secondes, je vais vous laisser recompter, on va revoir pour les rares personnes qui n'auraient pas vu cette séquence, on va la revoir, elle est très courte mais d'une violence inouïe. Ça raconte l'histoire d'un mouvement fasciste. Hein. Un mouvement fasciste bah, évidemment. Enfin, je veux dire, honnêtement, toute proportion gardée, pour moi, je vois un parallèle, je sais que je vais me faire rentrer dedans, mais c'est pas grave, entre Mélenchon et Goebbels, le ministre de l'éducation du peuple et de la propagande. L'homme tout-puissant que le peuple doit suivre. Enfin, je veux dire, c'est fascinant et en même temps, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Alors, elle explique qu'elle souhaitait rendre l'antenne, mais on voit bien qu'elle a tout le temps, tout le loisir d'intervenir et qu'elle ne le fait pas. Mais absolument. Et la preuve, j'ai retrouvé une preuve. Alors, c'est un hasard du calendrier. C'est Jean-Benoît Diallo, l'humoriste qui fait des coupes et qu'on avait projeté ici, des sketchs absolument drôles face caméra, qui a ressorti, je ne sais pas pourquoi, une vidéo qui a maintenant quelques mois, voire deux années, je crois, de Véronique Jacquier, qui est une experte en tout et rien, et notamment sur les questions religieuses sur les chaînes Bololand et les médias Mille Collines. Il s'est remonté à la surface et là, elle s'est retrouvée, tenez-vous bien, à déstabiliser l'équipe de l'Heure des pros, donc avec Papounet, qui lui-même va être obligé de la couper dès qu'il va entendre un mot bien inférieur en termes de violence à celui du nom de Goebbels. Je vous laisse écouter, et c'est la preuve formelle et absolue qu'on peut, y compris Pascal Praud, on peut couper la parole lorsqu'on estime que ça va trop loin. Je vous laisse écouter. On aborde un sujet qui est très politiquement incorrect, c'est-à-dire quelque part, pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Vous vous rendez compte toutes les volontés qu'il faut recoloniser. Toutes les volontés. Alors, ça veut dire qu'il faut. Il existe déjà des pas. Véronique, on va d'abord enlever le mot recoloniser. C'est peut-être pas à bon escient. Non seulement qui est tellement connoté, qui est tellement connoté que vous me permettrez de le retirer pour vous, parce que ce mot, évidemment. Alors, et Apolline de Malherbe, d'ailleurs, qui avait pris position quelques jours avant l'affaire Jakubowicz.
Oui, alors elle a fait une déclaration dans la presse, je crois que c'est pour le Figaro, elle explique, ce n'est pas, ouvrez les guillemets, ce n'est pas le rôle des journalistes de dire ce qui est bien ou mal, nous n'avons pas à juger, pas à choisir de parler de tel ou tel sujet, ni d'en occulter d'autres, fermez les guillemets. Sauf que, ça c'est quelques jours avant Jakubowicz, c'est pas pour expliquer Jakubowicz, sauf que j'ai retrouvé un extrait d'une chronique de L'Œil de Moumou. Je fais ma promo. Non, en fait, c'était pas L'Œil de Moumou, c'est marrant parce que c'était la première pastille qui était inscrite incluse dans Toujours debout. Toujours debout, exactement, qui durait un quart d'heure. Je sais même pas comment j'arrivais à faire un quart d'heure. À ce moment-là, c'était assez marrant. Et j'ai retrouvé cet extrait que j'aimerais vous montrer pour vous dire à quel point elle est vraiment, vraiment à côté de la plaque et qu'elle dit tout et n'importe quoi par rapport aux preuves qu'elle apporte elle-même de sa manière de concevoir le journalisme. Je vous laisse écouter. Là, vous avez bien vu face à vous que vous aviez suscité une forme de découragement, même de colère des usagers qui étaient dans leur voiture, qui sont sortis de la voiture et qui ont dit mais laissez-nous juste aller bosser, quoi. Ouais, mais c'est très différent. La colère sur le moment et le découragement, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la plupart des personnes J'ai l'impression de toute façon que vous ne m'écoutez pas, donc je peux vous poser des questions, mais alors vous... Mais en fait, ça fait vous êtes dans votre TGV, là. Aucun média nous écoute non plus, donc en fait, moi, là, j'ai aussi envie de dire ce qui est en train de se... Faites ce que vous voulez, quoi, en fait. Je suis juste en train aussi de répondre à vos questions, d'une certaine manière, mais juste écouter ce qu'on a réellement à dire. Et c'est ça, en fait, qui est en train de se passer. Et oui, les usagers sur la route étaient un petit peu mécontents. Non, pas un petit peu mécontents, vous l'avez Mais est-ce que c'est ça le vrai sujet ? Est-ce qu'on est vraiment là en train de parler Non, mais l'important, c'est quel est le respect que vous avez aussi des autres. C'est-à-dire le respect des autres. Je comprends parfaitement votre militantisme, mais encore une fois, oui, j'en ai 4. Est-ce que vous pourriez regarder vos enfants dans 10 ans et leur dire « Désolé, je savais, mais j'ai rien fait ». Dernier flop, Moumou, une qui a soulevé beaucoup d'indignation. Oui, à juste titre, c'est absolument... C'est la course à l'échalote, c'est-à-dire que ça s'appelle l'incorrect. Alors l'incorrect, ça veut dire je vous crache à la gueule, en gros. Hein. L'incorrect, ça veut dire que nous, on va faire pire que pire. On va faire pire que Frontières, on va faire pire que CNews, pire que I24 News. Et on va vous sortir cette une absolument abjecte où on voit une victime passer pour une espèce de manipulatrice perverse. Je trouve ça absolument dégueulasse. C'est-à-dire de faire passer une victime de viol qui a eu le courage, de viol avec un S, qui a eu le courage de témoigner à visage découvert, qui est allé à son procès, qui a affronté ses bourreaux sexuels. Je parle évidemment de Gisèle Pelicot. Je trouve cette une absolument racoleuse et je rappelle que le racolage sur la voie publique est interdit en France et pourtant, eux le font en toute impunité. On passe à la rubrique au microscope. Si vous regardez régulièrement L'Œil de Moumou, vous savez que cette émission fait aussi la part belle aux nouvelles initiatives, aux voix engagées, aux créateurs de contenu à gauche de l'échiquier, parfois ou non issus des minorités qui investissent les réseaux sociaux pour offrir un autre regard que celui porté par les médias traditionnels. Là où ces médias rechignent à nommer le racisme systémique, l'homophobie, l'islamophobie, à donner la parole aux premiers concernés ou à sortir d'un prisme institutionnel, une nouvelle génération entend prendre elle-même la parole et s'affirmer sans demander une quelconque autorisation. Et les réseaux sociaux sont devenus un accélérateur de particules pour eux, comme pour nous d'ailleurs, les médias indépendants. C'est un de ces nouveaux médias que nous recevons aujourd'hui, subtilement intitulé Sans transition. Ce compte se présente comme le journal d'actu par et pour les minorités. Et vous êtes autour de cette table à l'initiative et vous portez ce média. Eddy, bonjour. Enchanté, merci de me recevoir sur le plateau. Merci d'être venu. Amandine, bonjour. Enchanté, bonjour. Et Louis, salut. Bonjour, enchanté. Alors, au-delà de la description, vous dites donc, vous présentez comme un journal d'actu par et pour les minorités. Au-delà de cette description, qu'est-ce que Sans transition ? Peut-être, Eddy, toi qui es le créateur, il me semble, de Sans transition, qu'est-ce que c'est que ce compte et quel est l'objectif derrière ? Ça naît d'une rage, d'une colère, d'un manque de représentation. On avait besoin de cette représentation-là, je pense, sur TikTok. Surtout qu'il n'y a pas de média natif TikTok qui est véritablement ancré à gauche. On peut rappeler ce qu'est un média natif ? Oui, un média natif, c'est un média qui est fait pour TikTok, tout simplement. D'accord. Donc, qui est pensé pour TikTok, exactement. Parce que d'habitude, c'est plutôt des formats longs qu'on va teaser pour rediriger sur YouTube, notamment. Mais il n'y a pas véritablement de format qui est pensé pour TikTok, directement. Et du coup, il y avait un manque à combler là-dedans, et voilà. Amandine, lui, peut-être sur l'initiative,
ce qui vous a motivé à créer ou à vous embarquer dans cette aventure? Déjà, je suis très contente de pouvoir travailler avec Eddy et Louis. Moi, ce qui m'a motivée dans Sans Transition, c'est aussi le fait qu'on ne soit pas neutre, qu'on soit complètement assumé. Aujourd'hui, les jeunes, ils regardent beaucoup de contenus qui se veulent neutres sur les réseaux sociaux. Et nous, on a pris le contre-pied complet. Qui se veulent neutres et qui peut-être ne vous plaisaient pas d'une certaine façon, parce que derrière une certaine neutralité, parfois, il y a des prises de position. Je pense qu'on ne peut pas vraiment être neutre, en fait. Quand on traite un sujet et qu'on choisit un angle, on n'en choisit pas un autre. Et c'est déjà une prise de position, en fait. Donc, c'est difficile de se cacher derrière la neutralité. Et c'est pour ça que je suis très contente de pouvoir faire quelque chose de franc. Louis ? Moi, je rajouterais qu'il y a aussi eu le traitement qu'on voyait de la gauche dans les médias, notamment pendant les législatives, avec la diabolisation. Et on se disait, il faut quelque chose d'autre pour pouvoir traiter l'actualité. Et au-delà de juste la traiter, faire des analyses avec un vrai travail derrière, pour sensibiliser sur ce qui se passait. Et il y a aussi le format TikTok qui était hyper intéressant, comme a dit Eddy, parce qu'on a de la proximité avec les gens qui regardent. On peut débattre dans les commentaires, en parler en DM, ils peuvent nous proposer des sujets. Et c'est ça qui était hyper intéressant. Qu'il est toujours d'ailleurs. Oui, alors je rebondis sur ce que dit Louis et ce que disent nos amis. Est-ce qu'on est dans quelque chose où vous vous dites il y a un manque, il y a un trou, il y a quelque chose dans la raquette qui fait que ces sujets ne sont pas traités? Est-ce que vous avez créé ça à partir de cette idée-là ou alors par réaction avec le double angle qui est intéressant, je trouve, c'est ce qui m'a intéressé, c'est ce qui m'a énormément intéressé d'ailleurs, et c'est pour ça que vous êtes là. Je vous remercie d'avoir répondu positivement à mon invitation. C'était à la fois de gauche et engagé sur la question des minorités, de tout ce qui est invisibilisation, tout ce qui est non-traitement. Est-ce que vous diriez, peut-être on va reprendre dans l'autre sens, est-ce que vous diriez que c'est par réaction, par colère peut-être, un peu comme ce que tout à l'heure tu as pu soulever, ou alors c'est juste pour apporter une pierre à l'édifice? Je pense qu'il y avait un manque qu'on avait réalisé, dont on se rendait compte. On voyait bien que certains sujets étaient totalement invisibilisés dans les médias. Et par contre, ça a été une réaction aux législatives. Je pense que ça a été ça le point de départ de l'engagement qu'on voulait avoir sur TikTok. C'est un peu un mélange des deux, je pense. Je pense que comme dit Louis, il y a des deux, justement. Il y avait un manque, clairement. Il y a des sujets qui ne sont pas traités, qui méritent d'être traités. Et justement, aussi, par réaction à ce manque de traitement médiatique par rapport à ce que subissent les minorités. Et puis même de la manière dont c'est abordé. Il y a toujours un problème. Enfin, quand on ne parle pas d'islamophobie, quand il y a un crime dans une mosquée, il y a un angle qui est traité, il y a un choix qui est fait que nous, on ne fera pas, en fait. Et que nous, on veut plus voir. On ne veut plus voir cette neutralité, on ne veut plus voir cette fausse neutralité, en fait. Alors pour bien comprendre ce dont on parle, pour les gens qui ne sont pas férus de TikTok et qui ne sont pas férus de vidéos, on va regarder évidemment tout de suite une première vidéo. Alors je rappelle, vous l'avez précisé tout à l'heure, et j'aimerais bien que vous vous expliquiez sur le format exact, c'est-à-dire moins de 2 minutes. On va regarder évidemment l'une de ces vidéos et on en reparle juste après. T'as remarqué qu'on traite souvent Mélenchon comme un danger public, comme si c'était pas juste un homme politique, mais une menace. Bienvenue dans l'œil de Lucho pour Sans Transition. Ici, on relit l'histoire pour mieux comprendre le présent. Parce que cette diabolisation, la gauche la connaît par cœur. Souviens-toi de Jean Jaurès, tribun socialiste, défenseur des ouvriers, et surtout, pacifiste. En 1914, il refuse la guerre, il dénonce la montée des nationalismes. Résultat, il est traité de traître, calomnié par une partie de la droite, trahi par une partie de la gauche, et assassiné. Des décennies plus tard, Georges Marchais, patron du PCF, est traité comme un clown stalinien. Alors qu'il parle juste de salaire, de lutte sociale, de dignité. Aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est Sandrine Rousseau, c'est toute figure qui remet en cause l'ordre établi. On les caricature, on les hystérise, on les isole plus qu'on ne les contredit. Leurs idées, évacuées. Leurs phrases, sorties de leur contexte. Leur colère, montée en boucle. On fabrique des monstres médiatiques parce qu'ils menacent des intérêts bien réels. Et c'est toujours quand la gauche commence à peser, à fédérer, à inquiéter le pouvoir, qu'elle devient le danger. Pourquoi ? Parce qu'elle parle de partage, de salaire, de fin du patriarcat et de pouvoir aux gens. Et ça, c'est dangereux. Pour ceux qui ne veulent que rien ne bouge. Alors, tu trouves ça normal, toi ? Danger pour qui, au fond ? Pour les puissants ou pour toi qui galères ? Dis-le en commentaire, et surtout, n'oublie pas,
L'œil de Lucho est là pour ça. On relie l'histoire pour mieux comprendre le présent. C'était l'œil de Lucho pour Sans Transition. Donc là, on revient un peu dans ce qui s'est dit sur les tops et les flops. On revient sur la diabolisation de Mélenchon, de LFI, à travers notamment le livre La Meute et compagnie. Quand vous démarrez, d'abord, est-ce que c'est vous techniquement qui choisissez vos sujets? J'aimerais avoir ton point de vue. Est-ce que c'est vous qui dites, moi, je vais traiter ce sujet-là cette semaine, par exemple? C'est quelle fréquence d'ailleurs la parution des vidéos? Approximativement 3 ou 4 par semaine. 3 ou 4 par semaine. Ouais. Donc, qui décide? Est-ce que tu décides, par exemple, de prendre à bras-le-corps un sujet et d'en faire un 2 minutes face caméra? Oui, complètement. Je décide de mon sujet de A à Z. J'écris le script moi-même, etc. Évidemment, j'en parle à Eddy et à Louis. On en discute, on se dit ce qu'on pense de nos sujets, ce que ça nous inspire. Et puis, je pense qu'on se fait assez confiance. Et voilà, on a libre arbitre complet. Est-ce que vous avez une inspiration? Parce que, alors, je rappelle, puisqu'on l'avait dit la semaine dernière, que ça vient sans transition d'un hommage au guignol de l'info avec PPDA qui disait sans transition à chaque fois. Et est-ce que vous avez les autres, est-ce que vous avez une inspiration particulière qui vous motive pour avoir cette attitude? Parce qu'on vous sent très à l'aise. Je ne sais pas d'où ça vient, d'ailleurs, il faudra que vous m'expliquiez, mais on vous sent très à l'aise face caméra, beaucoup plus que moi dans les premiers temps. Est-ce que vous avez une inspiration? Est-ce que vous pensez à un modèle quand vous vous mettez face caméra, Louis, par exemple? Moi, je pense que déjà, le fait d'être à l'aise, c'est parce qu'on filme ensemble. On est 3 dans la pièce. Y a pas de... on est très à l'aise entre nous. Et au-delà de ça, moi, d'un point de vue modèle, je pense que déjà, il y a les nouveaux médias comme Le Média, comme Blast, la façon dont ils ont de traiter l'information. Et après, il y a aussi... Moi, je lisais beaucoup l'Humanité quand j'étais petit. Alors, c'était format journal, mais quand j'étais petit, quand j'étais un peu plus jeune, c'est format journal, mais c'est dans la façon qu'ils ont de traiter les sujets, de creuser un peu, de remonter, pour faire des parallèles avec des choses qui se sont passées avant, pour bien analyser les sujets. Même question, Amandine. Est-ce que tu as un repère, quelque chose qui te motive pour pouvoir tenir comme ça face à la caméra? J'ai pas une personne en particulier qui me vient en tête. Louis a parlé de Blast, je pense au format de Rhinocéros. On voit les journalistes qui sont quand même très énervés, très engagés en fait, dans ce qu'ils disent. C'est la seule inspiration qui me vient. Après, pour être à l'aise, je m'imagine que je parle à un ami. Et... Ça va tout de suite très bien. Et puis, comme l'a dit Louis, on est tous les 3 ensemble, donc on est déjà entre amis, en fait. Et, ça désinhibe par rapport au stress que ça peut engager. On salue évidemment Lumi, nos amis Lumi et Usul, s'ils nous regardent, j'en suis certain. Même question pour toi. Est-ce que tu as eu, quand tu as lancé ça, est-ce que tu t'es dit, je regarde un modèle depuis des années ou des mois ou je ne sais pas, et j'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble et qui, lui ressemble de manière un peu inspiratrice? Alors, moi, je regarde énormément de vidéos de médias indépendants. Donc, déjà, mon émission préférée, c'est L'œil de Moumou. C'est gentil, je transmettrai. On transmettra. J'adore la critique média. Donc, vraiment, déjà, L'œil de Moumou... top 1. Top 2, je dirais le récap de Marion Lopez. Je fais la promo du média, je suis là pour ça. Top 3, Rhinocéros de chez Blast, pareil, critique média. Après, je suis énormément inspiré par Élise Lucet et je consomme énormément de contenu sur TikTok. J'ai déjà fait beaucoup de contenu sur TikTok sur ma chaîne personnelle. Donc, ça fait que j'ai pas du tout de problème avec le fait d'être devant la caméra, d'avoir un micro. Ça me dérange absolument pas. C'est naturel. Justement, on va revoir un deuxième extrait d'une de vos chroniques. Est-ce qu'on peut appeler ça chronique? Comment vous le définissez vous-même? Je pense qu'on peut appeler ça chronique, surtout pour Amandine et moi. Ouais. Et Eddy qui fait des vidéos de manière plus régulière, d'autres formats. Je peux te laisser les développer. Donc moi j'ai les formats focus. C'est quand on va se focus sur un sujet en particulier pendant moins de 2 minutes toujours. Donc on essaye d'être le plus concis possible, de pas laisser de détails de côté et d'aller droit au but en fait, parce que c'est ce dont les gens ont besoin aujourd'hui en fait. C'est ce dont les gens ont besoin aujourd'hui en fait, d'aller droit au but directement et de pas passer par 4 chemins. On va regarder donc ce fameux extrait. 2025, Bedos vend, Depardieu tourne, La Honte, elle, est en promo. Focus sur les fameuses carrières brisées du cinéma français. Bienvenue sur Sans Transition. Bedos sort de condamnation,
il est déjà sur les plateaux télé. Depardieu sort du tribunal, il est déjà en tournage avec Fanny Ardant. Pas une pause, pas une remise en question. Mais alors comment les personnages médiatiques répondent de leurs actes? Le livre de Bedos, La soif de honte, va lui rapporter des droits d'auteur. Et pas qu'à lui, son éditeur aussi va s'en mettre plein les poches. Tout cet argent est généré sur le dos des victimes, pas seulement ses victimes à lui. Je pense aussi aux centaines de milliers de victimes de VSS en France. Et Depardieu, plus de 15 témoignages. Harcèlement, comportement déplacé, et pourtant, il est prêt à tourner, entouré d'une équipe forcément aussi composée de femmes. Qui peut stopper leur impunité? Les victimes? Non. La justice? À peine. Ceux qui ont le vrai pouvoir aujourd'hui, ce sont les médias, les éditeurs, les producteurs, ce sont eux qui valident ou non le retour sous les projecteurs. On ne demande même pas que leur carrière s'arrête, on demande juste qu'ils n'aient pas carte blanche, qu'ils ne puissent pas, systématiquement, revenir comme si de rien n'était. Si toi aussi tu penses que l'impunité est trop entretenue par les médias, les éditeurs, les producteurs, alors abonne-toi, partage et surtout fais du bruit. C'était Amandine pour Sans Transition. Alors, est-ce que ce qui pousse aussi votre motivation toujours plus haut, c'est le fait d'avoir des modèles sur les plateformes, parmi les plus connus, Hugo Décrypte ou d'autres, qui font du contenu, mais parfois, comme on le disait, qui ne prennent pas souvent le parti de s'engager politiquement alors qu'il y a des combats à mener dans cette période, quoi. Alors, je cite Hugo Décrypte et c'est assez intéressant parce qu'en fait, nos viewers, ils regardent aussi Hugo Décrypte, mais ce qu'ils recherchent, c'est quelque chose de plus à gauche, de plus tranché que ça. C'est pas quelque chose qu'on a avec Hugo Décrypte, par exemple, et il y a un vrai besoin là-dessus, je pense. Amandine, les autres créateurs de contenu vous inspirent d'une façon ou d'une autre, et est-ce que vous trouvez peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment engagés aussi, suffisamment pugnaces dans les revendications politiques? Alors si je peux compléter ta question, si tu le permets, par exemple, si on prend l'exemple d'Hugo Clément, qui va aller parler au Rassemblement national comme il va aller parler à la gauche modérée, mais qui va considérer que le Rassemblement national, il n'y a pas de problème à estimer que c'est un progrès quand il parle d'antispécisme et compagnie. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez contrer avec votre message à vous, qui est de gauche, pour le coup? Oui, ce que fait Hugo Clément, je trouve que ça brouille les pistes. Donner la voix à l'extrême droite, quand on se revendique soi-même écologiste, par exemple, comme c'est le cas pour Hugo Clément, ça n'a pas forcément de sens. Évidemment, on peut écouter ce que dit la droite quand il s'agit de la critiquer, c'est mon point de vue. Lui tenir la main, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Louis? Oui, je suis d'accord. Je reviens sur ce que disait Fabrice sur les modèles. On a des modèles, mais Eddy a quand même créé quelque chose qu'on n'a pas retrouvé sur TikTok pour l'instant, de vraiment essayer de faire un média qui traite de l'actualité au-delà de juste... Parce que moi, je fais des vidéos sur mon compte personnel où je parle, mais c'est pas du tout aussi encadré et formel, et je travaille, je pense, moins là-dessus que ce que je fais pour Sans Transition, qui se veut vraiment qu'il y ait un travail d'analyse. Donc je pense qu'il y a quand même il y avait une petite fenêtre ouverte de quelque chose qui n'existait pas forcément, et qui, on voit bien, vu la façon dont ça fonctionne, qu'il y avait une attente aussi de la part des gens qui regardent. Après, il y a beaucoup de créateurs de gauche qui nous ont inspirés quand même. Il y a beaucoup de créateurs de contenu de gauche. Mais en fait, c'est de là que vient la volonté de Sans Transition. C'est que moi, je voulais un espace pour que les gens de gauche, les influenceurs de gauche, puissent se retrouver ensemble et puissent avoir un espace de discussion ensemble. Parce que si on n'a pas l'union à la gauche, qu'est-ce qui nous reste ? Alors, vous êtes jeune dans tous les sens du terme, vous êtes jeune vous-même, vous avez un média qui est né il y a très peu de temps. Vous avez parlé de votre rapport tout à l'heure avec les internautes, ce qui est quand même essentiel dans ce genre de choses, mais pour autant, vous n'êtes pas une chaîne Twitch, par exemple, puisqu'on avait reçu, par exemple, chez Lex, il y a 2 semaines. Quelle est l'évolution possible pour ce média qui rencontre un succès Pardon, je pose cette question, est-ce que vous vous attendiez à ce succès que vous rencontrez ? Plus ou moins. Plus ou moins, parce que en fait, j'avais commencé les vidéos sur mon compte principal, sur mon compte personnel, et j'ai vu qu'il y avait un attrait pour ces vidéos. J'ai vu que je gagnais pas mal de followers sur ces vidéos, et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et c'est grâce à une de mes amies que je porte très fort dans mon cœur, que j'ai ouvert le compte Sans Transition. Mais tu peux citer son prénom. Ajar, je te porte dans mon cœur. Merci beaucoup. On te salue, Ajar. On te salue, Ajar. Et du coup, je voyais qu'il y avait
il y avait matière à plaire, en fait, tout simplement, à plaire aux gens avec un format comme ça, parce que c'est quelque chose, comme Louis disait, de pas vu sur TikTok pour l'instant, en fait. D'accord. Et donc, une évolution vers Twitch, c'est envisageable ou... Complètement. Ouais, c'est quelque chose que vous partagez, tous deux? Oui, totalement. Oui. Vous êtes prêts à vous engager sur ça, sur Twitch, avec une formation, avec totalement. et ainsi de suite. Juste avant si tu as une dernière question. Alors moi, je souhaitais quand même savoir, enfin, Internet, les réseaux sociaux en particulier, sont des plateformes où il y a aussi énormément, de harcèlement, de misogynie, de tard, en gros. Est-ce que vous, dans ce positionnement quand même qui est moins personnalisé, personnifié plutôt, puisqu'il ne s'agit pas d'exposer votre vie personnelle, en fait, sur les réseaux sociaux, mais de parler d'actualité et prendre des positions sans vous impliquer de manière personnelle. Est-ce que quand même, avec ce positionnement, vous arrivez à subir de la misogynie, du harcèlement de l'homophobie, toute forme de harcèlement? Amandine? Jusqu'ici, j'ai été assez préservée. C'est vrai que c'est quelque chose que j'appréhende un petit peu. À mon actif, j'ai qu'une vidéo pour l'instant sur Sans Transition. Évidemment, je vais être amenée à aborder des sujets clivants. Et j'ai peur un peu de recevoir des commentaires misogynes. Après, on peut modérer. Et on ne va pas leur laisser tant de place que ça, je pense, j'espère. Je m'occupe de la modération, c'est pas mal. Je suis là pour ça. Je le ferai quand même. Enfin, je ne vais pas laisser la peur m'accompagner autant, quoi. Lui a dit sur cette question. Moi, je rajouterais que globalement, on a majoritairement des commentaires très positifs de gens, mais moi, je reçois beaucoup de menaces de mort, des commentaires et c'est toujours des comptes avec la petite fleur de lys qui suivent l'extrême droite et qui sont extrêmement qui sont extrêmement agressifs. Et je pense que moi, si demain je tombais sur une vidéo faite par un créateur de contenu d'extrême droite, j'irais pas faire une menace de mort dans les commentaires. Je passe et puis voilà. Là, il y a quand même des grosses menaces en DM, mais c'est le fait de toutes les personnes de gauche qui prennent la parole en ce moment. Surtout sur des sujets qui les énervent tant. Oui, c'est ça, vous cumulez les tares, puisque vous avez à la fois, vous êtes de gauche, en plus vous faites part de sans aucune gêne, sans aucun complexe de vos obédiences sexuelles, de votre profil. Et du coup, c'est vrai que ça peut un peu les énerver, nos amis. Parler de la Palestine, par exemple. En plus, parler de Rima Hassan, ça génère beaucoup de menaces. Mais je pense qu'il y a quelque chose de particulier avec Louis. Je pense que quand ils voient un petit blanc blond aux yeux bleus voter à gauche, je pense que ça les énerve particulièrement. Parce que même moi, je reçois pas autant de... Ouais, on traite de traître. Moi, je reçois même pas autant de menaces, ni de mort, ni de quoi que ce soit. Moi, ça reste très modéré. Après, c'est vrai que j'ai dû faire un travail de modération incroyable sur Sans Transition, notamment sur une interview qu'on a fait Dipsy, qui est lesbienne et musulmane, où il y avait surtout de femmes de commentaires négatif. C'est peut-être une dinguerie à dire. Ça. Elle est terrible cette vidéo. Je vous conseille vraiment d'aller la voir parce qu'effectivement, elle apparaît voilée. Elle parle de sa sexualité. Elle parle de la surprise qu'elle a eue de comprendre que sa religion finalement n'était pas opposée à ça. Enfin, il y a tout, quoi. Elle coche tous les trucs. Et effectivement, c'est une cible privilégiée. On va souhaiter plein de bonheur, tout le bonheur du monde à ces jeunes confrères et consoeurs, à ce jeune média, et on va continuer à vous suivre, bien évidemment. Et puis, j'espère avoir l'occasion de reparler, qu'on est ici à reparler de vos exploits éditoriaux. Merci à vous pour l'invitation. Ça nous touche vraiment. Merci beaucoup. Alors, on passe au coup de cœur, et c'est un coup de cœur littéraire, Momo. Oui, alors ça fait un petit moment. Alors, j'ai choisi un sujet consensuel, un sujet un peu plus, un peu léger par rapport aux autres sujets, c'est le nazisme. Donc, c'est Lawrence Reis qui a écrit La pensée nazie, 12 avertissements de l'histoire. On est en plein dans le sujet, n'est-ce pas? J'ai trouvé ce bouquin absolument... Alors, le livre de référence, c'est Goldhagen, qui est un professeur d'Harvard, je crois,
un professeur américain qui avait fait un livre qui s'appelait les bourreaux volontaires de Hitler, qui avait expliqué comment on arrivait, et je trouve que c'est un travail quasiment journalistique, comment on était arrivé à ce que le nazisme se développe de cette manière-là, et que ça ne pouvait pas se faire sans un appui de la population. Et ça part du début du nazisme jusqu'aux marches forcées, où spontanément des villageois, notamment polonais, sortaient avec des planches de bois pour venir frapper les gens qui étaient nus dans le froid et qui marchaient jusqu'à leur mort. Enfin bon, horrible. Mais ça racontait un mécanisme. Et là, je trouve que lui vient nous avertir, Lawrence Reis vient nous avertir sur cette histoire et sur cette pensée nazie qui devrait normalement nous nourrir aujourd'hui pour pouvoir, alors c'est à travers un certain nombre de témoignages, pouvoir faire comprendre que c'est un endoctrinement qui a lieu sous nos yeux, notamment par les chaînes que vous savez, notamment par les partis politiques qui se droitisent, par la fenêtre d'Overton et ainsi de suite. Et je trouve que vraiment, ça vient cramer l'idée que tout ça, c'est de la fatalité et qu'on n'y peut rien faire, alors qu'en fait, évidemment, il y a moyen de réagir. C'est quelque chose d'assez conséquent, d'excessivement, je le dis souvent, mais c'est aussi pour ça que je choisis ces livres, d'excessivement documenté, notamment sur l'escalade du racisme dans les différents pays occidentaux. C'est traduit de l'anglais par Léa Jaillard, que je félicite pour son travail. Et donc, c'est Lawrence Reis, c'est La pensée nazie, 12 avertissements de l'histoire, et c'est chez Harpa. Et on termine avec tes remerciements. Oui, il y en a très peu, mais ils sont intenses. C'est Ramouchka, un très joli prénom, d'Ivry-sur-Seine, Anouar de Vitry, Chaumy de Paris dans le 18e arrondissement, Soufiane d'Urgence Palestine, qui d'ailleurs doit être dissous à l'heure à laquelle on parle, à l'heure à laquelle on est diffusé. C'était un scandale absolu, cette histoire. Samy de Bordeaux, qui est un militant et les filles. Laïla d'Alger, Fanfan, la guitare et le cow-boy d'Orléans. Fauzi, également d'Orléans. Dominique, également d'Orléans. Yves de Nice. Et j'aimerais rendre un hommage particulier et saluer 3 de nos camarades de combat qui sont ici aux médias, puisque le directoire a changé. Demain, il s'agit de Diego, Nadia et Marion. Et évidemment, c'est un top Fayot, comme je sais les faire. Merci Momo, merci à vous d'avoir regardé l'œil de Momo sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site internet ou encore sur le canal 165 de la Freebox. On rappelle que le Média, votre Média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur le site internet lemediatv.fr/soutien et donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.